Il nous a ruinés psychologiquement, financièrement. Nous avons perdu 10 ans. Imaginez qu'un inconnu entre dans votre vie. Quelques années plus tard, vous lui donnez votre argent, vos biens, votre liberté et même votre capacité à penser par vous-même. Ça paraît impossible, n'est-ce pas? Mais pourtant, en France, une famille entière a vécu ce cauchemar pendant près de 10 ans. Comment un homme a-t-il pu réussir à prendre le contrôle de toute une famille? Alors les amis, bienvenue sur Parlons Vrai, les dossiers invisibles. Je voulais remercier les nouveaux abonnés. Et avant de commencer, merci pour votre soutien, ça me fait grave plaisir. Merci pour vos commentaires, vos likes et vos abonnements. C'est adorable. Et si ce type de contenu vous plaît, eh bien, allons-y, let's go. Cette histoire s'est déroulée en France, dans un petit village du Lot-et-Garonne. Et elle est devenue l'un des cas d'emprise mentale les plus stupéfiants jamais jugés par la justice française. Voici l'affaire des reclus de Montflanquin. Alors au début des années 2000, rien ne semble distinguer la famille Védrine des autres grandes familles. Ils possèdent un patrimoine important. Ils vivent dans leur château familial de Montflanquin et ils sont respectés, insérés socialement, mais personne n'imagine alors qu'ils vont progressivement s'enfermer dans une réalité parallèle dont ils ne parviendront plus à sortir. À l'origine de cette descente aux enfers, un homme, un seul, Thierry Tilly, un personnage charismatique qui se présente comme consultant. Mais très vite, il se construit une identité beaucoup plus mystérieuse. Selon lui, il travaille pour des services secrets. Il prétend appartenir à une organisation internationale chargée de lutter contre les forces occultes. Et puis surtout, il affirme que la famille Védrine est en danger. Tilly a opéré une sorte de kidnapping mental. Tout notre entourage, comme peuplé d'ennemis. Au départ, les accusations semblent invraisemblables. Thierry Tilly explique à la famille qu'elle serait la cible d'un vaste complot. Selon lui, des réseaux, des francs-maçons, des fonctionnaires corrompus. Et puis même l'administration fiscale chercherait à s'en prendre à eux. Alors aujourd'hui, ça paraît sûrement absurde, mais la manipulation ne fonctionne jamais en une seule fois. Elle avance, petit à petit, lentement, et jusqu'au moment où les victimes ne se remettent plus en question. Alors en septembre 2001, Thierry Tilly franchit une étape décisive. Il persuade 11 membres du groupe qu'ils doivent se retrancher dans leur château pour leur propre sécurité. Le monde extérieur devient une menace. L'ennemi est partout. Les proches qui posent des questions deviennent suspects. Les voisins, tout le monde devient suspect. L'une des méthodes favorites de Thierry Tilly consiste à créer des ennemis imaginaires. Un voisin est accusé de participer à des cérémonies occultes. D'autres personnes sont décrites comme des membres d'organisations secrètes. Certains proches sont insultés ou présentés comme des traîtres. Le but est simple, couper progressivement les victimes de toute influence extérieure. Car lorsqu'un manipulateur devient la seule source d'information, eh bien il devient aussi la seule source de vérité. Et c'est précisément ce qui est en train de se produire. C'est un mécanisme très connu dans les phénomènes sectaires. Lorsqu'une personne est isolée de ses repères habituels, elle perd progressivement sa capacité à confronter les informations. Elle n'entend plus qu'une seule version des faits, et c'est à partir de là que même les idées les plus délirantes peuvent paraître cohérentes. Ce qui est fascinant dans cette affaire, c'est que les victimes ne sont ni naïves, ni particulièrement vulnérables. Certaines sont même instruites, cultivées, respectées. Mais personne n'est totalement immunisé contre une manipulation menée sur plusieurs années. C'est impossible. Donc ils vivaient sous la terreur et il ne fallait pas qu'ils sortent, il ne fallait pas qu'ils se séparent, parce que là, ils étaient en danger de mort. Puis vient l'étape suivante, l'argent. À force de suivre les consignes de Thierry Tilly, plusieurs membres de la famille cessent de payer leurs impôts. Les conséquences arrivent rapidement. L'administration fiscale engage des procédures, bien évidemment. Une partie du patrimoine est saisie. Des biens sont vendus, mais au lieu de remettre en cause Thierry Tilly, les victimes y voient la preuve qu'il avait raison, que le complot existe réellement. Et c'est ça le piège parfait. Chaque problème devient une confirmation, chaque conséquence devient une preuve. Alors en 2003, puis 2004, Thierry Tilly pousse encore plus loin son contrôle. Il convainc plusieurs membres de lui céder leurs biens et leurs ressources. Des sommes considérables disparaissent. Et des années plus tard, le préjudice sera estimé à plusieurs millions d'euros.
Pendant que le groupe s'enferme dans cette réalité parallèle, quelques proches essayent de tenter de réagir. Parmi eux, Jean Marchand. Mais ce danger dont seul Tilly pouvait les protéger, il avait un prix, d'où la capture de tous les biens, de tout l'argent. Il essaye d'alerter les autorités, il explique que quelque chose d'anormal est en train de se produire. Mais à cette époque, l'emprise psychologique est encore mal comprise. Les alertes ne produisent pas l'effet escompté. Et pendant ce temps-là, Thierry Tilly renforce son pouvoir. Au fil des années, certains membres de la famille quittent la France. D'autres travaillent dans des emplois très éloignés de leur ancienne situation sociale. Un ancien médecin obstétricien se retrouve jardinier. Son épouse travaille dans le commerce alimentaire. Leurs revenus ne leur appartiennent même plus vraiment. L'argent remonte vers Thierry Tilly. Et pendant ce temps, l'emprise continue de s'intensifier. En 2008, 2 membres du groupe commencent enfin à prendre leur distance. Pour la première fois, le système montre des fissures. Mais l'événement qui va faire tout basculer concerne Christine de Védrine. Depuis quelque temps déjà, elle commence à douter. Elle pose des questions. Et dans un système d'emprise, le doute est considéré comme une menace. Selon les enquêteurs, Thierry Tilly persuade alors certains membres de la famille que Christine cache un trésor. Commence alors une période de sévices particulièrement choquante. Elle est immobilisée durant de longues périodes, privée de sommeil, soumise à des pressions psychologiques énormes et extrêmes, le tout au nom d'une croyance totalement inventée. En mars 2009, Christine de Védrine parvient finalement à être mise à l'abri. Son témoignage provoque un électrochoc. Pour la première fois, les enquêteurs disposent d'éléments suffisamment solides pour comprendre l'ampleur de l'affaire. La machine judiciaire se met en marche. Quelques mois plus tard, Thierry Tilly est arrêté en Suisse. Il est transféré en France et mis en détention. L'homme qui prétendait lutter contre des complots internationaux doit désormais répondre de ses actes devant la justice. En 2012, le procès s'ouvre à Bordeaux. Les accusations sont lourdes. Escroquerie, abus de faiblesse, extorsion de fonds, et dans certains cas, séquestration accompagnée d'actes de torture ou de barbarie. Alors les témoignages révèlent alors au grand public l'ampleur de l'emprise. Les années perdues, les fortunes englouties, les familles détruites. Thierry Tilly est condamné à 8 années de prison ferme. Son complice, Jacques Gonzalez, est également condamné. Lors du procès en appel, Thierry Tilly continue de tenir des propos décousus et grandioses. Mais face à la justice, il semble incapable de reconnaître la réalité des faits. Mais la condamnation ne répare pas tout, bien évidemment. Les victimes doivent reconstruire leur vie. Certaines tentent de récupérer ce qu'elles ont perdu. D'autres essaient simplement de comprendre comment elles ont pu tomber dans un tel piège. En 2018, plusieurs démarches judiciaires liées au patrimoine familial échouent. La reconstruction reste difficile. Cette même année, Thierry Tilly sort de prison. Mais sa vie est loin d'être celle qu'il imaginait. Peu après sa libération, il est hospitalisé, puis pris en charge dans une structure spécialisée. L'homme qui prétendait contrôler le destin des autres se retrouve finalement seul. L'affaire des reclus de Montflanquin nous dérange parce qu'elle remet en question une idée très rassurante, celle que nous serions capables de reconnaître immédiatement un manipulateur. En réalité, l'emprise ne commence presque jamais par une menace. Elle commence par la confiance, puis la peur, puis l'isolement. Et quand les victimes comprennent ce qui leur arrive, eh bien, il est souvent déjà très difficile de faire marche arrière et c'est beaucoup trop tard. Alors la véritable question n'est pas comment ont-ils pu croire à tout ça. La véritable question, c'est dans les mêmes circonstances, aurions-nous été capables d'y résister? Alors si cette affaire vous a marqué, dites-moi en commentaire ce qui vous a le plus choqué. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à mettre en commentaire si cette vidéo vous a choqué. Est-ce que vous auriez fait peut-être à leur place, en sachant que c'est quand même très difficile, comme on dit. La manipulation reste quelque chose de très subtil, de très sournois, on ne voit pas tout de suite. En tout cas, merci pour tout. Merci, et je le répète, voilà, on est en train de monter une grande famille autour de ça et j'en suis très fière. En tout cas, merci pour votre soutien, les amis. N'hésitez pas à vous abonner, liker, et en tout cas, moi, je vous fais plein de gros bisous. Surtout, prenez soin de vous, c'est ultra important, et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.
Et n'hésitez pas à me poser des suggestions également. Allez, ciao!